Plus de 2000 ans après le premier calculateur mécanique, l'homme a conçu le premier ordinateur. Sous quelles conditions et par quel miracle un objet mécanique purement conditionnel devient-il programmable? C'est ce qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui. Au début du XXe siècle, le mathématicien Alan Turing va poser les bases mathématiques et formelles de la notion de calcul. Par calcul, on entend tout ce que vous pouvez faire intuitivement à l'aide d'un crayon, d'une feuille de papier, de données initiales et visant la production d'un résultat précis. L'idée d'Alan Turing fait intervenir une machine qui porte son nom, la machine de Turing. Il s'agit d'un modèle formel dont on va maintenant décrire le fonctionnement. L'expression machine de Turing ne désigne pas une seule machine mais toute une famille. Une machine de Turing est un automate abstrait constitué d'un ruban de cases supposé infini et d'une tête de lecture pointant l'une des cases. Sur le ruban sont écrits des symboles appartenant à un alphabet spécifique à chaque machine. La machine peut également mémoriser un état, représenté ici sur la tête de lecture, appartenant à un ensemble d'états lui aussi spécifiques. Enfin, chaque machine de Turing possède une table de transition qui décrit en fonction du symbole lu par la tête de lecture et de l'état de celle-ci, ce qu'elle doit écrire, dans quel état elle doit passer, et si elle doit se déplacer sur la case voisine gauche ou sur la case voisine droite. Ainsi, pour définir une machine de Turing, il vous faut donner son alphabet de symboles, son ensemble d'états et surtout sa table de transition. Vous pouvez voir ici une représentation graphique d'une machine de Turing. Les symboles sont représentés par des couleurs et l'orientation de l'aiguille vous donne les états. L'intégralité du schéma est en fait sa table de transition. Par exemple, cette case vous dit que si vous êtes dans l'état vers le bas et sur du blanc, vous écrivez du noir, vous passez dans l'état vers le haut et vous vous déplacez à droite. On va prendre le temps de dérouler cette machine depuis cet état initial. Chaque ligne du schéma correspond à une étape. Le temps s'écoule de haut en bas. D'une ligne à l'autre, on se contente de suivre la règle de transition qui s'applique. Je vous invite à faire pause pour regarder chaque étape en détail. Vous pouvez constater que le rôle de cette machine est de compter en binaire sur la partie située à gauche de la ligne rouge. On illustre ici la capacité des machines de Turing à réaliser un calcul spécifique. Un postulat de base, appelé thèse de Church-Turing, dit qu'un calcul au sens intuitif peut toujours être réalisé par une machine. On ne parle pas ici de machine de Turing, mais de machine au sens général. Ce postulat dit simplement qu'à un calcul correspond une mécanique précise avec des règles parfaitement définies permettant d'aboutir au résultat souhaité. Alan Turing a montré principalement deux résultats. Le premier, c'est que toute machine peut être simulée par une machine de Turing, ce qui, avec la thèse de Church-Turing, implique que pour un calcul donné, on peut concevoir au moins une machine de Turing le réalisant. C'est une première étape qui restreint énormément l'ensemble des mécaniques possibles intervenant dans un calcul à des mécaniques équivalentes, toutes faisant partie de la famille des machines de Turing. Mais pour le moment, on a encore besoin d'une machine de Turing spécifique pour chaque calcul. Son second résultat, et sur lequel on va se pencher, c'est la construction de machines de Turing particulières, appelées machines de Turing universelles, et qui sont capables de simuler n'importe quelle autre machine de Turing. Ce qui nous donnerait donc une mécanique unique permettant de réaliser tout calcul. Et on va justement en construire une. Pas en détail, mais en vous donnant suffisamment d'informations pour illustrer le concept et vous convaincre que c'est possible. Avant de décrire notre machine de Turing universelle, il faut être capable de représenter sur sa bande la machine qu'on désire lui faire simuler. Pour coder un état d'une machine spécifique ou un symbole de son alphabet, on peut convenir d'un code binaire de notre choix. Par exemple ici, pour un alphabet de 3 caractères, on peut coder sur uniquement 2 bits, le B étant représenté par la suite 1-0. Pour coder une règle de transition, on peut convenir d'un ordre des 5 termes importants et simplement écrire bout à bout le code correspondant à chacun, en insérant éventuellement des caractères de séparation de notre choix. Enfin, en collant bout à bout toutes les règles de transition écrites sous cette forme, on obtient la version encodée de toute la table de transition. Ce qu'il est important de mémoriser dans ce procédé, c'est que quelle que soit la machine de Turing qu'on encode, on a toujours besoin du même nombre de symboles différents. Qu'elle utilise un alphabet de 2 ou 26 caractères et possède 10 ou 500 états, on peut s'en sortir comme ici, avec des symboles binaires et quelques symboles de séparation. La longueur de l'encodage va varier, mais pas le nombre de symboles nécessaires. On va garder en tête cette manière de représenter par une chaîne de symboles n'importe quelle machine de Turing. Et on va maintenant décrire le fonctionnement d'une machine de Turing particulière capable d'utiliser cette chaîne de symboles et de simuler le fonctionnement de la machine ainsi encodée. N'hésitez pas à faire régulièrement pause dans la vidéo pour bien prendre le temps d'assimiler les différents éléments. Sur le ruban de notre machine de Turing universelle, on va initialement trouver
un segment de travail qu'on utilisera pour mémoriser sous forme encodée l'état de la machine simulée et des informations temporaires, un segment contenant notre version encodée de la table de transition de la machine simulée. Le reste du ruban sera utilisé comme la bande de la machine simulée sous forme encodée. Enfin, un marquage spécial symbolisera l'emplacement de la tête de lecture de notre machine simulée. Par exemple, on peut convenir de représenter à cet emplacement les 0 par des A, les 1 par des B. Ça contient autant d'informations, mais ça permet de repérer l'emplacement. Le fonctionnement de notre machine de Turing universelle se découpe en plusieurs phases. On va partir d'un état dans lequel le segment de travail contient sous forme encodée le caractère qui vient d'être lu par la machine simulée et l'état de sa tête de lecture. La première phase va consister à rechercher dans la table d'action encodée la règle qui s'applique à la situation courante, puis à recopier dans le segment de travail ce que la machine simulée doit écrire, l'état dans lequel elle doit passer et si elle doit se déplacer à gauche ou à droite. Une phase d'écriture va ensuite avoir pour rôle de recopier ce que la machine simulée doit écrire à l'emplacement symbolisant la position d'écriture sur le reste du ruban. Enfin, une phase de lecture va déplacer le marquage d'emplacement vers la gauche ou la droite en fonction de la direction qu'on a mémorisée, et recopier ce qu'on peut lire sous ce marquage dans le segment de travail. On se retrouve ainsi dans l'état du début de notre cycle où le segment de travail contient bien ce que la machine simulée vient de lire et son état courant. On peut donc poursuivre la simulation de notre machine encodée en recommençant un nouveau cycle de notre machine de Turing universelle. Alors bien sûr ici tout n'est pas décrit. Par exemple pour réaliser une simple opération de recopiage, il faut imaginer que notre machine de Turing universelle va avoir besoin de réaliser plusieurs allers-retours avec sa tête de lecture en recopiant les caractères un par un, et éventuellement avoir besoin d'altérer les caractères entre les deux extrémités du mouvement, puis de les restituer après la copie. Mais ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que notre codage utilise un nombre de symboles qui ne dépend pas de la machine simulée. Notre fonctionnement passe par un nombre fini d'étapes qu'on aura peut-être besoin de raffiner en sous-étapes, mais on peut facilement se convaincre que ces étapes formeront en fait les états de notre machine universelle et que leur nombre ne dépend pas non plus de la machine simulée. Avec un peu de réflexion, on pourra décrire ce que notre machine doit faire en fonction de son état et de ce que la tête de lecture voit, c'est-à-dire fournir sa table de transition. Ce qu'on a obtenu est donc bien une machine de Turing avec un alphabet, des états et une table de transition, et qui, si on remplit correctement son ruban, peut simuler le comportement de n'importe quelle autre machine de Turing. Elle est donc universelle. C'est à ce moment-là qu'on peut réellement parler de machine programmable, lorsqu'on ne manipule plus que uniquement ces données, et qu'une partie de celles-ci s'interprète comme des instructions. Ici, on n'a plus besoin de changer les règles de notre machine. Son comportement conditionnel est figé et pourtant, en manipulant simplement ce qu'on lui donne au départ, on peut lui faire réaliser n'importe quel calcul. Ces données initiales sont un programme et trouver la version encodée de ce programme, c'est faire de la programmation. Dans la communauté mathématique, la machine de Turing universelle est très symbolique, car en réaliser une est une manière de démontrer qu'on pourrait simuler tout ce qu'on désire. Comme c'est un modèle abstrait, on peut en réaliser avec tout et n'importe quoi, comme ici en Minecraft, en jeu de la vie de Conway, ou en Lego Technic avec cette version particulièrement élégante de ENS Lyon, qui n'utilise que des éléments mécaniques et pneumatiques sans aucun circuit électrique. Bien sûr, les ordinateurs modernes sont bien plus optimisés que le modèle de la machine de Turing. Par exemple, pas besoin d'effectuer aussi péniblement des déplacements sur la bande pour accéder aux informations stockées en mémoire. Mais l'avantage du modèle de Turing, c'est d'être minimaliste tout en conservant la même capacité de calcul que n'importe quel autre ordinateur. Si vous pouvez réaliser un calcul avec un ordinateur moderne, alors une machine de Turing universelle pourra tout aussi bien le mener. Certes avec un nombre d'étapes bien plus grand, mais en aboutissant toujours au même résultat. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez vous amuser à trouver comment réaliser en détail une partie de notre machine de Turing universelle, comme par exemple comment recopier une chaîne de symboles d'un emplacement à un autre. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et éventuellement à soutenir la chaîne en partageant cet épisode ou en vous y abonnant.